messages et il y en a 12. Alors, il faut que je clique ça maintenant ou plus tard ou après? Et tu peux déjà cliquer sur le bonhomme, tu vois la liste des gens avec leur nom. Mais ça, après, à la fin, sinon, ça va être compliqué. Ah oui, d'accord. Bon, dans une minute, on va commencer alors. Et si tu cliques sur le truc, tu vois les gens qui disent bonjour, bonsoir et tout le reste. D'accord. C'est une colonne à droite qui apparaît. Ok. Je m'assieds mieux, j'ai pris mon café. Si je m'endors, réveille-moi, André. Oui, c'est ça. Électrocute-moi, envoie-moi des courants électriques. Bon. Écoute, Gilbert, ferme ton micro, moi aussi, et André peut commencer. Je veux commencer, attends. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle André Archimbaud. J'ai publié aux éditions Avatar un ouvrage qui s'appelle Combat pour l'hémisphère nord, qui traite de différentes questions géopolitiques et philosophiques, voire même ésotériques. Ça n'est pas le sujet du jour, mais c'est relié dans la mesure où nous allons parler des élections présidentielles américaines et surtout essayer de voir quel est l'impact que ça peut avoir à ces différents niveaux quant à la perspective du monde, la perspective du devenir européen, les visions du monde possible qui vont déchirer encore pendant pas mal de temps la planète. Alors, cette élection américaine, vous la connaissez tous parce que la presse n'arrête pas de parler des États-Unis depuis 4 ans, en particulier grâce à Trump, qui est considéré en quelque sorte comme la piñata politique de tous les établissements du monde, parce qu'il est extrêmement controversé, comme chacun le dit. Et c'est vrai que les États-Unis ont effectivement eu une réputation assez difficile en ce moment du fait des combats politiques qui ont eu lieu depuis la dernière élection, et je vais y revenir. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au fond, les États-Unis ont toujours été un pays violent politiquement dans toute leur histoire. Certes, c'est la maquette de la République universelle qui a été voulue par ses fondateurs en 1776. Certes, c'est une république messianique qui est là pour apporter le bonheur, la raison au reste de l'humanité, mais entre le dire et le faire, il y a toujours eu beaucoup de difficultés dans la population américaine, voire même au sein des classes politiques. Il y a toujours eu des tensions, il y a toujours eu des frictions, notamment des tensions entre un pouvoir central fort ou un pouvoir central faible, des États forts, des États faibles, une relation forte avec les institutions financières mondiales. Dès le XVIIIe siècle, il y avait de grands débats pour savoir si les États-Unis allaient être les esclaves des banques ou au contraire les contrôler. Et il y a donc eu vraiment des débats assez intéressants entre, par exemple, Jefferson et Hamilton, Hamilton étant le centralisateur pro-Angleterre, pro-banque, alors que Jefferson était au contraire le pro-fédéraliste, le pro-autonomiste et le plus loin possible de tous les lobbies financiers et économiques, ce qu'on ne sait pas toujours. Il y a eu des discussions également plus tard aussi avec des personnages assez trumpiens, comme par exemple Andrew Jackson, qui était un démocrate, qui était lui aussi hostile à la privatisation du business, en quelque sorte financé par le Congrès, puisqu'on voulait industrialiser les États-Unis aux frais des contribuables et il considérait que c'était au capital de s'autofinancer. Et il était lui-même donc extrêmement hostile au système bancaire centralisé, à toute forme de banque centrale. Juste pour vous dire qu'il y a donc eu des débats qui continuent, on le voit bien, de transparaître aujourd'hui lorsqu'on entend les uns et les autres, dans les partis d'ailleurs qui se sont croisés, parce que ce qui était républicain au XIXe siècle a pu devenir démocrate et vice-versa. Mais il y a toujours cette tendance de savoir si les États-Unis doivent être l'hégémon du monde ou si au contraire il va être isolationniste. Il semble bien que depuis la Deuxième Guerre mondiale, le modèle de la République universelle fondée sur le bonheur et la raison a un petit peu évolué. En ce sens que depuis 1945, ces débats horizontaux entre plus de banques, plus de pouvoir central, moins de pouvoir central, ont cédé finalement à des débats plus verticaux, qui consistaient essentiellement à savoir qui va se partager le mieux la galette fiscale ou la galette économique, parce que après par 1945, le problème c'était le
consensus atlantiste par rapport à un grand danger vendu comme tel, qui était donc l'Union soviétique. Ce consensus atlantique était donc un consensus bipartisan qui avait d'ailleurs été dénoncé à l'époque par le président Eisenhower en quittant son job dans son dernier discours d'adieu, qui était finalement le consensus du complexe militaro-industriel. Ce consensus a évolué depuis avec la fin de l'Union soviétique, donc la fin du grand méchant loup, et à partir de là, le consensus est devenu un consensus hégémonique, et démocrates comme républicains, droite comme gauche, ont tous souscrit à ce consensus hégémonique. On peut se laisser tromper toutefois quand on voit dans les années récentes les discussions entre Bill Clinton, les républicains, entre Obama et les républicains. Il y a eu effectivement des discours, des oppositions, mais qui étaient des discours et des oppositions sur la forme et pas sur le fond, sur les moyens ou non de savoir si on allait faire ça vite ou pas vite, brutalement ou pas brutalement, autrement dit, si on allait atteindre l'hégémonie mondiale d'une façon souple ou d'une façon forte. C'était plutôt ça le débat, mais ce n'était pas hégémonie ou isolationnisme, parce que l'isolationnisme était tombé dans les oubliettes. Alors tout ça a été très bien mené d'une certaine façon, et ça a permis, avec le système de financement des campagnes électorales américain qui, comme vous le savez, permet l'irruption du pouvoir de l'argent des entreprises, finalement, dans l'achat des élections de façon indirecte, en finançant des campagnes directement ou indirectement sur certains thèmes ou sur certaines personnes, faisait que le système marchait fort bien. Il y avait une prédominance de ce qu'on a appelé l'état profond ou l'état permanent, qui est cette espèce de coagulation entre les intérêts du big business, les intérêts de la finance et bien entendu les intérêts de la bureaucratie, on pourrait dire au sens le plus du terme, notamment des bureaucraties non seulement économiques ou réglementaires, mais surtout celle du renseignement, celle de l'intelligence, comme disent par exemple la CIA ou le FBI. Donc l'état profond était là, il y avait des discours qui amusaient le public, à savoir si on allait se disputer sur telle ou telle façon d'être ou de faire, mais on avait cet état profond qui était fondamentalement le roi du jeu, jusqu'à l'élection de 2015, quand arrive finalement un toublion qui s'appelle Donald Trump, qui vient de nulle part. En réalité, il venait pas tant que ça de nulle part, parce qu'au sein des partis politiques eux-mêmes, les républicains avaient commencé depuis plusieurs années à connaître une crise partant de la base de gens qui en avaient assez de voir les élites républicaines finalement se coucher sur des questions essentiellement culturelles à l'époque, se coucher devant les intimidations de ce qu'ils considéraient comme telles de la part des démocrates, et c'est ce qu'on avait appelé notamment le Tea Party et tous ces mouvements-là. Il y avait les mouvements religieux, pourtant Trump n'est pas un religieux, loin de là, qui eux aussi, effectivement, a essayé de trouver une porte de sortie qu'ils ne trouvaient pas dans le bouchon de l'establishment républicain. Et finalement, c'est pas très surprenant qu'au moment de la dernière élection de 2015, Trump a réussi à faire sauter le bouchon en lançant une OPA hostile, comme on dirait en français, ou en tout cas une acquisition hostile sur le Parti républicain, qui lui a coûté très cher en hostilité d'ailleurs de l'establishment républicain lui-même, mais il a réussi son coup et il a fini par être élu. Alors qu'en parallèle, un phénomène s'amorçait aussi chez les démocrates, ne l'oublions pas, avec l'émergence de Bernie Sanders, qui lui-même aussi incarnait ce rejet de l'establishment démocrate qui faisait certes dans une gauche de style culturel, mais très clientéliste, favorisant telle ou telle sous-catégorisation de population, mais ne s'occupant pas vraiment beaucoup des grands enjeux mondialistes qui étaient souhaités par une frange plutôt extrême de l'électorat de gauche américain, c'est-à-dire la jeunesse notamment. Et c'est tout le phénomène qui est devenu maintenant Ocasio-Cortez et les autres. Et Bernie Sanders a capté ce désir de la jeunesse de vouloir se débarrasser du clintonisme habituel. Le problème, c'est que cette jeunesse qui votait pour Sanders, elle se déplaçait ou elle se déplaçait pas aux élections selon qu'il y avait la queue dans les bureaux de poste, dans les bureaux de vote,
Et donc, il a eu un manque à gagner au moment des primaires qui lui a fait cruellement défaut et il n'a pas gagné là-dessus. Bref, Trump est élu et on peut dire qu'il n'est pas pour autant président. Parce que quand on écoute les médias internationaux, américains, canadiens, où je vis, ou français, on présente Trump toujours comme un dictateur, comme un autocrate, comme un homme de pouvoir, alors qu'en réalité, encore aujourd'hui, il est un homme de survie. Il a été élu à l'automne 2015, il a été intronisé en janvier de l'année pardon, de l'automne 2016, il a été intronisé en janvier 2017. Entre-temps, déjà, on le découvre maintenant, et vous le verrez peut-être dans les médias en Europe, qu'effectivement, il y avait toute une série d'opérations initiées dans l'entourage du président de la République qui précédait Donald Trump pour orchestrer une campagne sur le thème de la Russie, pour ensuite orchestrer une sous-campagne sur le thème de la collusion de Trump et de son équipe avec la Russie, pour ensuite intimider tout potentiel collaborateur que Trump aurait voulu recruter à la Maison-Blanche, si bien qu'il pouvait recruter pratiquement personne de valeur et qu'il n'avait que les gens de la télé-réalité qui occupaient les bureaux de la Maison-Blanche pendant plusieurs mois. Et donc, il s'est retrouvé avec quand même deux personnes d'intérêt, qui étaient le général Flynn, qui s'était battu en Afghanistan et au Moyen-Orient, et le ministre de la Justice qu'il avait soutenu depuis le début. Et ces campagnes de déstabilisation, les unes après les autres, ont fait tomber les pivots, Trump étant immature, ne connaissant pas les rouages politiques, ne sachant pas comment ça fonctionnait, se faisant aveugler même par les républicains qui, au fond, ne le soutenaient pas à l'époque de façon très cohérente et constante, s'est trouvé prisonnier du jour au lendemain. Il perd un premier pivot qui est le général Flynn, il perd ensuite toujours au début 2017 son ministre de la Justice. Ça veut dire que maintenant, il est la proie d'enquêtes judiciaires qu'il ne peut pas superviser ou contrôler. Et il s'est retrouvé comme ça, victime de 5 enquêtes parlementaires, plusieurs enquêtes judiciaires, dont on découvre maintenant qu'il n'y avait pas cause pour les mettre en place, parce qu'en réalité, tout était bâti sur des dossiers qui étaient des mensonges et des manipulations, et l'affaire n'est pas finie. Alors, je suis un peu long là-dessus, mais c'est important pour bien expliquer la violence qu'il y a eu contre Trump, parce qu'il incarnait, en dépit de ses défauts et de ses valeurs, une chose qui était différente, c'est-à-dire la mort de l'État profond. Parce que lorsqu'il s'est présenté dans les semaines qui précédaient ce vote, il avait fait un discours qu'il avait appelé ça le discours de Gettysburg, pour faire comme Lincoln, où il disait qu'il fallait drainer le marécage, arrêter l'État profond, le remettre à sa place. Et il avait chargé Flynn de mettre en ordre les services d'espionnage et ainsi de suite. Donc, toute cette opération trumpienne était vraiment très dangereuse parce qu'elle avait stoppé et elle risquait de stopper effectivement l'emprise de l'État profond sur la démocratie américaine, ou plus exactement de ces agressions, mais malgré tout, il a pu survivre, ce qui est énorme, parce qu'un politicien classique n'aurait peut-être pas pu. Il l'a fait de façon très pragmatique, j'approuve pas nécessairement, loin de là, mais il a essentiellement gouverné l'économie par décret, en s'appuyant sur les lobbies du pétrole et de l'schiste. Il a pu le faire seul, sans l'approbation du Congrès, sans avoir à négocier avec eux. Il a pu ainsi créer une locomotive qui a tiré l'économie par derrière et qui a lancé les PME. Il a défiscalisé un certain nombre de choses et effectivement, il a eu d'un seul coup, comme par miracle réglementaire, une des plus belles économies des États-Unis depuis un siècle ou deux. Ça, c'est le côté rosy, agréable, joli. Et à la fin de l'année dernière, il était parti, pensait-il, pour gagner l'élection, en dépit du fait que toutes les enquêtes qui avaient été menées contre lui avaient fait perdre le Congrès, ou plus exactement la Chambre des représentants, qui s'était immédiatement attelé à le harceler, non pas judiciairement, mais quasi judiciairement, avec les procédures d'impeachment, donc de révocation légale. Et c'est ainsi qu'est née notamment l'affaire de l'Ukraine.
et qui a démarré donc à la fin de l'année dernière sur la trahison de son conseiller à la sécurité nationale, qui était un néoconservateur qu'il avait été obligé de placer à la Maison-Blanche pour l'aider, lequel néoconservateur l'avait mis en difficulté avec la Corée du Nord en le contradisant publiquement et en créant donc des problèmes diplomatiques, et l'a mis en difficulté sur l'affaire de l'Ukraine. La leçon de tout ça, c'est que Trump s'était encore une fois trouvé encadré d'adversaires politiques, les fameux néoconservateurs, qui sont ni de gauche ni de droite, parce qu'ils viennent autant du capitalisme que du tisme politique des 30 dernières années, et ils s'incarnent d'ailleurs assez bien dans la doctrine de Zbigniew Brzezinski, à savoir effectivement transformer le monde en une gouvernance dirigée par une minorité de gens avisés qui sont également les représentants des nouvelles technologies de la planète et qui, à ce moment-là, détermineront ce que sont la politique des États, y compris d'ailleurs des États-Unis. Alors, Trump a cassé cette logique selon laquelle les États-Unis devaient devenir la société de gardiennage du système de la superclasse mondiale technétronique, électronique, financière, qui s'était donné pour objectif de finalement court-circuiter la démocratie, qui est trop souvent elle-même dangereuse, puisqu'elle est volatile, elle est souvent populiste, et ça ne faisait pas les affaires donc des stratèges économiques du sommet de la pyramide. Et il a quand même pu avancer donc jusqu'à l'élection. Et maintenant, nous arrivons à un stade un petit peu délicat et différent, en ce sens qu'il a à faire face à une équipe de démocrates apparemment divisée et qu'il n'est pas tant que ça. Ce qui s'est passé depuis l'automne, c'est qu'il y a trois écoles politiques chez les démocrates. Il y a d'abord l'école de Barack Obama, qui, contrairement à tous les autres présidents des États-Unis, André, n'est pas de la Maison-Blanche, dans une maison. André, Oui, oui. tu n'as plus la caméra, je crois. J'ai plus de caméra? Moi, moi, je ne te vois plus. Ah oui, elle a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Oh, sinon, continue. Vous voyez là? Non, tu dois cliquer sur l'icône de la caméra. Elle est sur C'est l'écran ce que je principal. fais. Voilà, vous voyez là? Non. Elle s'éteint toute seule. Mais c'est pas grave, tu peux continuer. Pour moi, c'est bon. Mais Attends, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, pardon. Oui, mais si on enregistre, c'est mieux qu'on le voit. Eh oui, c'est vrai, c'est tendu ça. L'icône, est-ce que l'icône de la caméra, si tu cliques dessus, qu'est-ce qui se passe? Elle est rouge, j'appuie, elle devient verte, et elle redevient rouge automatiquement. Donc il doit y avoir un problème. Oh, alors, il y a un problème, mais tant pis. Ben bon, alors, continuons comme ça. On continue comme ça. Allez. Écoutez, on va bien voir, je suis désolé. Ah ouais, c'est pas Ça grave. doit être un problème de. Donc, ok, bien. Donc, je disais donc, je ne sais plus où j'en étais, mais je disais donc effectivement que Trump se retrouve d'une part avec le clan Obama, d'autre part avec le clan Clinton, et troisièmement avec le clan des extrêmes gauchistes Sanders, Ocasio-Cortez. Et donc, ces jeux internes au Parti démocrate sont assez révélateurs de l'évolution de la société américaine, quoi qu'il arrive de cette élection. Le clan Clinton, c'est celui d'une personne encore d'influence qui représente ce qu'il y a de mieux pour le complexe militaro-industriel ou le complexe financier ou le complexe des frontières ouvertes, beaucoup mieux d'ailleurs que ne l'était Obama lui-même, parce qu'elle est à la fois, elle fait le grand écart sur tous ces thèmes, et on en dira deux mots tout à l'heure. Et il y a également le lobby donc Obama qui s'est installé, je le disais, à deux pas de la Maison Blanche et qui essentiellement, on peut se demander s'il ne fait pas campagne pour la future carrière politique de sa femme Michelle Obama, qui s'est lancée elle-même dans des publications de bouquins, etc., etc. Donc, ça, et Obama, dans l'intervalle, avait favorisé l'émergence d'une liste de 15 candidats qui représentaient en quelque sorte le shadow cabinet
le ministère futur des États-Unis représentant la transsectionnalité de la société et essentiellement permettant de donner une coupure transversale de tout le pays avec de jeunes générations prêtes à redémarrer, que ce soit sur le genre, que ce soit sur les origines ethniques, que ce soit sur les expériences. Et la combinaison initiale qui était probablement la plus souhaitée par Obama, c'était celle de Mme Kamala Harris, qui était la procureure de Californie, et celle du maire d'une ville du Middle West, Pete Buttigieg, qui était un homme de consultation dans un grand cabinet qui s'appelle McKinsey. Donc, ça n'a pas marché, paradoxalement, parce qu'est arrivé un perturbateur qui s'appelle Joe Biden. Joe Biden s'est imposé dans la course parce que lui aussi voulait peut-être refuser de vieillir comme Clinton et a voulu, effectivement, il a pensé que le simple fait de dire qu'il avait été le partenaire d'Obama lui permettrait… Allô? Vous êtes là? Oui, on t'entend, vas-y. Oui, Continue. lui permettrait de gagner facilement. Le problème de Biden, c'est que de façon assez triste d'ailleurs, il est vite apparu dans la campagne qu'il avait quelques problèmes de sénilité. Et ça ne se dit pas avec joie, ça arrive à tout le monde. Mais il était clair qu'il n'était plus au top de sa forme, par exemple, d'il y a 4 ans ou 5 ans. Donc, ça a posé toutes sortes d'inquiétudes et tout le monde se disait qu'il allait perdre. Et à ce moment-là est apparu un personnage surprenant qui s'appelait l'ancien maire de New York, qui était le maire Bloomberg, richissime, représentant des hautes technologies, qui a décidé de rentrer dans la course et d'investir des sommes massives pour essentiellement accumuler des délégués pour être présent à la convention du Parti démocrate pour pouvoir les recirculer ailleurs, essentiellement dans une espèce de modification, un coup de palais à l'intérieur, un coup d'État ou un coup d'État de palais, comme on dit en anglais, à l'intérieur de la Convention démocrate. Donc il y a des jeux politiques extrêmement compliqués chez les démocrates et Trump bénéficiait de tout ça jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, parce que finalement, Bloomberg n'a pas réussi, il a pris une grosse gamelle pendant l'élection primaire, il a bien quelques délégués, et puis arrive maintenant le coronavirus qui fait qu'on n'entend presque plus parler de Biden, mais ça ne veut pas dire que les grandes manœuvres ne sont pas derrière. Alors, la presse disait notamment il n'y a pas tellement longtemps qu'il y avait différents scénarios possibles, parce que soit Biden va servir de potiche à un gouvernement, une vice-présidente et d'autres ministres qui lui auront été désignés par d'autres, ce qui est tout à fait plausible, soit même Hillary Clinton pourrait rentrer dans la course si Biden tombait. Et comme par hasard, il y a maintenant des affaires sexuelles qui sortent sur Biden. Il y en avait eu dans le passé, mais elles avaient été vite gommées. Mais là, il semblerait qu'elles viennent du clan de Sanders, qui lance ses missiles contre Biden pour que ce soit repris et pour que, effectivement, à la convention républicaine, s'il démissionne, il faille bien nommer quelqu'un. Le rêve de Sanders étant de se faire nommer, le rêve d'Hillary Clinton étant de se faire nommer. Alors, ce sont des jeux bassement politiciens qu'il a encore pour Trump, avec une question quand même qui a été posée par un journaliste. Si Hillary Clinton rentre dans la course après que Biden ait démissionné, à supposer qu'il démissionne, bien sûr, si elle prend comme colistier Barack Obama, elle a le droit de le faire. Barack Obama n'a pas le droit de se faire réélire président parce qu'il a déjà été président 2 fois et c'est une limite, mais il peut être nommé vice-président et même si elle démissionne, il n'aura pas été élu, il aura été nommé administrativement et à ce moment-là, il faudra quelqu'un d'autre à la fin du mandat. Et cette affaire permettrait à ce moment-là de penser que peut-être il y aurait aussi, encore une fois, un profilage, si j'ose dire, un profilement de Madame Obama. Mais je dirais que peu importe tout ça, parce que finalement, ce qui compte, c'est que Hillary Clinton n'a pas gagné déjà en 2015, en 2016,
Si elle avait gagné, si on fait de la politique fiction, qu'est-ce qui se serait passé? Il est certain que Hillary Clinton travaillait sur 3 chantiers: la gouvernance mondiale, les obstacles à la gouvernance mondiale et la réingénierie sociale. Bon, la gouvernance mondiale, je ne vais pas m'étendre là-dessus longuement, mais il y avait quand même, à l'époque, c'était très à l'ordre du jour, et Trump est en train de casser tout ça, c'était le condominium USA-Chine. Autrement dit, ces 2 pays s'organisant pour transférer leur prolétariat respectif d'un endroit à l'autre de la planète pour maximiser les rentrées financières de leurs entreprises. Et la Chine avait énormément investi sur Clinton, je vous le rappelle. Bien entendu, Clinton, c'était aussi une dame qui travaillait pour les think tanks, aussi financés par les Chinois et par les banques. Donc, elle avait effectivement un avantage gouvernance mondiale, probablement beaucoup moins démocratique que ce que voulait Obama, c'est-à-dire qu'elle aurait vraiment utilisé les États-Unis de façon bushiste comme étant le bras musclé de la gouvernance mondiale. Les freins qui auraient été stoppés ou tentés d'être stoppés, c'était quand même assez évident puisque il y avait essentiellement un gros frein et des petits freins. Bon, les petits freins, c'est vrai qu'il y avait encore quelques scories en Amérique du Sud avec le Venezuela, et Hillary Clinton, qui est une néoconservatrice finalement, aurait certainement réglé son compte aux Vénézuéliens pour bien les garder sous pression. Mais surtout, le gros frein, et qui était le gros ennemi d'Hillary Clinton, c'était Vladimir Poutine. Parce qu'elle avait tenté de le déplacer déjà une première fois avec son ambassadeur et en organisant des appuis à toutes les NGO qui avaient manifesté contre la réélection de Poutine il y avait quelques années. Et il est certain qu'elle avait encore quelques restes à apporter à la Russie, géopolitiquement parlant, puisque la question de l'Ukraine n'était pas totalement réglée à l'époque. Il devait effectivement être bien sûr que Sébastopol reviendrait dans le giron occidental. La question de l'Est ukrainien, ça c'était moins grave parce que Poutine avait démantelé toutes ses usines aérospatiales et aéronautiques sur le continent russe, ça posait moins de problèmes pour lui. Et puis il y avait quand même la mer Baltique où il y a quand même des zones de conflits géopolitiques potentiels considérables, y compris dans l'enclave russe de Kaliningrad, donc de Königsberg, l'ancienne Prusse. Donc tout ceci, Hillary Clinton et son entourage étaient déjà extrêmement hostiles à la Russie. C'est pour ça qu'ils avaient bien embarqué sur ce projet anti-russe dans leur campagne électorale. Ensuite servi de dossier au FBI pour s'attaquer à Trump, mais il est probable que ça aurait été aussi très utile dans une campagne anti-Poutine une fois qu'elle aurait été élue pour essayer de le mettre en difficulté. Alors ça c'est véritablement je comprenais le mieux. et après, j'ai bossé tout le week-end, moi, donc j'ai pas regardé. Qui me parle? C'est bon, c'était quelqu'un qui tranquille. n'avait pas coupé le micro. C'est bon, tu peux continuer. Ah, d'accord. OK, parfait. Bon, toujours est-il que donc Hillary Clinton n'a pas gagné. L'élection d'aujourd'hui, on ne sait pas qui va la gagner. Je dirais simplement que le jeu stratégique aujourd'hui, c'est essentiellement d'empêcher Trump de réouvrir l'économie. Parce que plus on fait peur à la population sur le virus, plus on va retarder l'ouverture des entreprises. Les États, bien entendu, ouvrent de plus en plus, mais les entreprises elles-mêmes, elles sont maintenant terrorisées avec la propagande antivirus, en disant que Trump a du sang sur les mains parce qu'il n'avait déjà pas vu le virus avant, et maintenant il veut ouvrir trop vite, il va tuer du monde. L'argument ici, il devient juridique, il devient civil, il devient action suit, comme on dit en recours collectif. Les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir des employés qui vont mourir dans les mois qui viennent si jamais ils attrapent le coronavirus et qu'il y a un avocat qui va s'associer avec des milliers de gens pour essayer de ruiner ces entreprises. Donc ça fout une peur bleue aux entreprises, au point
d'ailleurs, Trump est en train d'essayer de négocier avec le Congrès un processus juridique permettant d'exonérer les entreprises de ses responsabilités civiles et même pénales par la suite d'ailleurs, mais surtout civiles à court terme, qui résulterait donc du décès d'employés recrutés en pleine période de pandémie, présentée comme la grande catastrophe du monde. Donc c'est une guerre psychologique, c'est une guerre juridique, et c'est aussi une guerre qui pourrait permettre de ruiner Trump financièrement, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il soit lui-même l'objet d'un procès à titre personnel pour essentiellement avoir causé le décès de telle ou telle personne. Alors ça fait partie des grands jeux récents, et donc et plus on prolonge la fermeture de l'économie, plus on prend excuse à vouloir introduire un vote par correspondance massif. Or, aux États-Unis, sachez qu'il n'y a que 4 États qui exigent la preuve de nationalité sur les listes électorales. Le reste, c'est une déclaration sur l'honneur. Donc, et ensuite, c'est associé la plupart du temps à l'acquisition d'un permis de conduire. Donc, on est en situation illégale, avec des faux papiers. On demande un permis de conduire, et avec ce permis de conduire, on déclare sur l'honneur qu'on est citoyen, et on peut théoriquement, et Trump ayant été élu la dernière fois, il avait lancé une enquête, personne n'avait voulu coopérer, elle était tombée dans les choux. Donc, pousser à du vote massif par correspondance pourrait aussi engendrer du risque de fraude. Trump l'a dit publiquement, et il ne souhaite pas le faire parce qu'il pense que ça, c'est de la fraude déguisée. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas si Trump va gagner ou pas. Ça peut aller dans tous les sens, cette élection. Alors, la question, c'est pour le reste du monde, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même bien voir une chose, c'est que la haine de Trump aura quand même eu un effet s'il n'est pas élu, c'est la modification du tissu social américain via la nomination des juges. Parce que quand il y a un président et un Sénat du même parti politique, il y a non seulement les nominations de juges à la Cour suprême, mais les nominations de juges aussi dans un certain nombre de régions ou d'États qui vont reconstituer un tissu qui va se réorienter vers une vision fondamentaliste de la Constitution, alors que pendant 30 ans, les juges avaient été nommés par des activistes. C'était des juges activistes qui étaient financés, entre autres parenthèses, encore il n'y a pas longtemps, par des organisations frontières ouvertes, George Soros ou autres, ou dépendants des autres. Donc, il est certain que, mettons que Trump ne gagne pas ou gagne, le problème essentiel, c'est que Trump n'est pas un homme providentiel. Tout le monde aime Trump en Europe parce qu'on pense qu'il résiste, comme le Robin des Bois, etc. Ça a un côté très sympathique, mais Trump, il pense à Trump. Et s'il doit survivre un jour, allant jeter des bombes sur tel ou tel territoire, il le fera. Parce que c'est comme ça qu'il est fabriqué. C'est pas un homme qui a une grande perception de la philosophie mondiale. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'homme de la restauration dionysiaque ou apollinienne sur la totalité de la planète. C'est un homme qui est quand même fondamentalement un Américain, qui est un Américain classique du 19e siècle, mais avec quand même une velléité impérialiste très forte et qui veut imposer son point de vue à tout le monde, mais qui veut surtout pas entendre parler de, ça peut le rendre sympathique, de cohésion internationale ou de coordination internationale. Mais néanmoins, ça n'est pas nécessairement un champion de la métapolitique, par exemple. Donc, la question qui se pose, c'est que les États-Unis sont quand même dans de mauvais draps, parce qu'ils ont beau vouloir être la République universelle, ils ont beau vouloir être la République messianique, ils ont beau vouloir avoir la plus grande armée du monde, ils ont beau avoir cette capacité étonnante d'extraterritorialité juridique et financière, ils ont quand même, à l'intérieur même de leurs frontières, une crise sociale profonde. Ils ont quand même, à l'intérieur de leurs élites, une crise psychologique profonde. Et ils ne sont plus en mesure maintenant d'avoir la politique du gros bâton, autant qu'ils auraient pu l'avoir il y a 25 ou 30 ans. Et on peut même se demander, finalement, quand on voit la façon dont ils n'ont pas été capables de gérer la pandémie au tout début, parce qu'il y a la moitié du système de santé là-bas, enfin, le système de santé ne fonctionne pas, sauf le système hyper privé.
Donc, on peut se demander effectivement s'il pourrait résister à d'autres pandémies dans l'avenir ou à d'autres crises dans l'avenir. Et on peut tout à fait se demander si effectivement les États-Unis sont finalement le gendarme du monde pour longtemps. Et la question, ça sera qui sera le gendarme du monde à ce moment-là et qui est en posture pour le faire. La réponse, nous ne l'avons pas, je pense, ni les uns ni les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons au moins la lucidité. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, si vous voulez bien. On va voir si je peux réparer le micro. Alors, Voilà, il y a des commentaires à droite. parfait, André. Donc, nous avons un peu de questions. Je vais le lire. Oui, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Oui. Alors, commençons par. Bon, il y a des considérations. Après, d'autres questions. La première, je vais demander si le mec, le néoconservateur en question était-il un ancien Trotsko? Si le néoconservateur. En question pour l'histoire de l'Ukraine était un ancien trotskiste. Non, les néoconservateurs, les néoconservateurs d'inspiration trotskiste remontent à Caspar Weinberger autour de Bush. Ouais. Et alors après, dans l'entourage d'Hillary Clinton, il y a beaucoup de gens d'extrême gauche ancienne, effectivement. Je m'excuse de ne pas avoir les noms en tête, mais il y avait notamment Sid Blumenthal, qui était lui-même aussi un homme très tourné vers l'impérialisme anti-russe. Parce qu'ils ont tous appliqué la politique de comment s'appelle-t-il, de Brzezinski, qu'on connaît tous, sans l'Ukraine, la Russie n'est rien, avec l'Ukraine, elle est un empire. C'est vraiment le levier très important. Gabriele. Oui, si. Tu as sauté 2 questions. 18, oui, je vois. Laquelle la première, alors, l'écho des canuts. Comment on lit? D'abord, Annie, si elle est controversée parce qu'il n'est pas en va-t-en-guerre comme ses prédécesseurs. Pardon? Annie demande si le problème de Trump, c'est parce qu'il n'est pas aimé parce que ce n'est pas un va-t-en-guerre comme ses prédécesseurs. Oui. Ben, le problème de Trump, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le système attendait l'arrivée d'Hillary Clinton pour se lancer. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais ça paraissait une évidence. Se lancer dans l'affaire, dans la Syrie, se lancer à provoquer effectivement la Corée du Nord et à provoquer la Russie. Alors c'était du va-t-en-guerre qui irait peut-être pas à la guerre, mais effectivement tout le système s'était organisé pour ça et Trump a tout de suite vu le danger de façon très pragmatique, pas idéologique, que ça pouvait représenter. Donc de ce côté-là, il s'était fait élire là-dessus pour ne pas faire de guerre coûteuse et de ne pas se lancer effectivement dans des aventures coloniales. Ça, c'est vrai. Après, nous avons l'écho de Canu, qui c'est Roberto. Comment analyser l'action de Steve Bannon pour nous Européens? Alors, c'est un grand mystère dans cette affaire parce que Steve Bannon, comme vous le savez tous, était un grand soutien de Trump. Et puis ensuite, ils se sont fâchés, et puis maintenant, il a l'air de vouloir le ressoutenir. Ça ne l'a pas empêché quand même de dire au Congrès en interview sous serment que, effectivement, les comportements de Trump pouvaient parfois divaguer vers la trahison. Donc là, il réglait ses comptes. Alors, Steve Bannon est un monsieur sur le côté positif, pour un Américain, d'une culture extrêmement large, je pense que tout le monde le sait en m'écoutant là, et notamment d'une culture européenne. C'est par exemple un Américain qui connaît Julius Evola par cœur. Il a d'ailleurs été fortement critiqué par le New York Times. Enfin, par cœur, je ne sais pas, mais il en a fait bien référence. Il a dit qu'il a entendu parler de Evola par Dugin. Vraiment. Hein. Ah oui, parce qu'il avait cité ça quand il était en Italie, où il était, enfin, disons qu'il a... En Europe, Bannon a joué le personnage qui allait chercher l'argent partout. Hein.
a joué un petit peu le Toto-Trouf. Hein. Ça paraît plutôt un arnaqueur et un fumier qu'autre chose. Hein. Ouais, voilà. Ben, je pense que Bannon, effectivement, pense à lui. Et je suis même pas sûr que, si j'ose dire, sur le plan de la philosophie générale, il soit véritablement un ami des Européens. Lui, ce qu'il veut, c'est à la limite créer des partis politiques, un réseau de partis politiques qui puissent se fédérer avec ce qui existerait aux États-Unis. Mais lui-même, il est quand même extrêmement tourné vers une certaine vision moyen-orientale qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt de tout le monde. Donc ça, Voilà. c'est peut-être la question, le caveat que l'on peut avoir sur Bannon. Puis Et Gilbert, effectivement, il a beaucoup grenouillé il n'y a pas longtemps en Europe. Maintenant, sait-on jamais, on va voir. Gilbert a fait une considération, ce n'est pas une question. Pour survivre, il a eu l'intuition de court-circuiter les médias mainstream en communiquant directement avec l'électorat via Twitter. Mais ça, c'est une considération. Et puis, l'écho de canaux, ça, je ne sais pas, je n'ai pas compris la question. Ça, c'est adapté au débit. Je n'ai pas compris de. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Non, tu as raté la 18h17. La pandémie venue de Chine. Attends, 18h17, j'ai oublié quoi? La pandémie La pandémie venue de Chine serait-elle un prétexte politicien pour mettre forme une civilisation politicienne pour faire de la Chine l'ennemi au centre de la campagne qui vient? Je pense que oui, vraiment. Ben, oui. Alors, là, effectivement, là, le ballon, la baudruche russe, se dégonfle. Donc, les Américains ont réalisé que pendant qu'ils passaient leur temps à attaquer la Russie pendant 3 ans, la Chine marquait d'énormes points sur le plan militaire, sur le plan géostratégique en Asie et sur le plan économique, sur le plan des brevets. Et donc, ils s'aperçoivent effectivement, les Américains, qu'ils risquent de se faire dépasser par les Chinois. Alors, effectivement, Trump avait été d'ailleurs le premier à marquer des signes d'hostilité à l'égard de la Chine, notamment sur le plan commercial et sur le plan des brevets. Il a été assez dur avec les Chinois qui n'avaient pas l'habitude d'une telle résistance, puisque les Chinois, eux, travaillent en souplesse, en investissant dans les universités américaines, en investissant dans les think tanks, en aidant les associations, en faisant beaucoup de soft power et aussi du pouvoir financier en prêtant de l'argent. Donc, la Chine avançait son jeu de go avec une très grande stratégie. Trump a réagi contre ça. Les néoconservateurs républicains ont fini par se poser la question de savoir si ce n'était pas finalement les Chinois qui étaient plus dangereux que les Russes. Parce que de toute façon, le mal était fait. Les Russes avaient déjà donné leur pétrole aux Chinois. Donc, à partir de là, c'était difficile d'embêter les Russes pour quelque chose dans l'immédiat. Et donc, il y a effectivement une campagne qui consiste à accréditer l'idée que le virus serait parti des laboratoires P4 à Wuhan, de même que les Chinois lancent une campagne pour accréditer l'idée que ce soit parti des Américains lorsqu'ils étaient en visite pour les Jeux athlétiques militaires. Je dirais que peu importe d'une certaine façon, mais c'est vrai quand même que on a découvert à cette occasion que le laboratoire P4 de Wuhan, c'était quand même un laboratoire international financé par l'ensemble ou presque des pays développés. Et qu'il y ait eu un accident dans ce laboratoire, c'est possible. Qu'il y ait eu d'autres façons de faire, c'est possible. Accuser systématiquement les Chinois d'avoir délibérément empoisonné les Occidentaux, c'est un grand pas qui est difficile à faire. Parce que c'est vrai que Trump s'est posé ouvertement la question de savoir si finalement, en hésitant ou en réagissant pas assez vite, ça a permis à des tas de Chinois de voyager en Europe d'abord et aux États-Unis ensuite pour propager le virus. On ne le saura jamais. Bien sûr. Alors, Gilbert, avant la crise du Covid-19, Trump semblait gagner du terrain chez les minorités. Est-ce effectivement le cas? C'était effectivement le cas. C'est pour ça que Trump faisait extrêmement peur, parce que pendant que le Parti démocrate s'occupait de faire du gauchisme culturel, les minorités
de gauche ou pro-démocrates étaient très agacés de ça parce qu'ils sont, eux, beaucoup plus conservateurs culturellement, déjà pour commencer. Ils sont plus intéressés, eux, par la redistribution sociale ou par avoir des jobs. Et Trump a réussi, avec son style, à gagner beaucoup de points. Il n'est pas majoritaire, loin de là, mais il a quand même cassé la clientèle démocrate chez les Noirs et chez les Hispaniques. Parce que d'abord, chez les Hispaniques, il y a beaucoup d'Hispaniques qui travaillent, qui ont même des petites entreprises, qui sont intégrées dans la société américaine et qui n'aiment pas voir l'argent se gaspiller ou voir les folies s'organiser sur le plan culturel. Et les Noirs sont assez conservateurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir l'occasion d'avoir des jobs et pas se faire égorger dans la rue quand ils sortent le soir. Donc, ce côté-là, Trump a fait un gros effort dans les banlieues et il commençait à être bien comment dirais-je, bien récompensé parce que lors de l'élection présidentielle, il avait dû avoir 10% de soutien chez les Noirs et dans les sondages, il remontait à 20%, 25%, 30%. Et dans certaines régions plus, ça dépend des endroits, quand on fait la statistique, c'est ça qui compte, parce qu'on se fait élire endroit par endroit. Et donc, il avait bien réussi ça. Et là, justement, un des sous-produits de la contre-attaque du virus contre Trump, c'est de montrer que la plupart des gens qui sont morts, jeunes, ce sont des Noirs. Et que donc Trump fait du mal à la population noire. Donc, c'est un assassin de la population noire. Voilà. Donc, mais je ne pense pas que ça va marcher. Bon. Alors, j'ai deux questions après, je grille. La première, c'est d'après certains analystes, Trump à l'époque, c'est-à-dire il y a 4 ans, aurait gagné surtout grâce au projet de réforme fiscale sanitaire qui lui aurait permis de gagner la bourgeoisie des provinces. Or, il semblerait que les démocrates auraient fait des projets concurrentiels dans ces domaines. Y a-t-il de vrai dans cette lecture et cet électorat effectivement partagé? Alors, c'est la raison pour laquelle il a perdu l'élection législative de 2018. C'est-à-dire qu'il avait effectivement dit qu'il réglerait le problème. Et la réalité, c'est que la Chambre des représentants était dirigée par un républicain anti-Trump, qui s'appelait, ou en tout cas en souplesse, qui s'appelait Ryan. Et il a saboté 2 choses que voulait faire Trump. C'était 1, le non-cumul des mandats. 2, j'entends des mandats parlementaires. Et 2, le système de santé, parce que là, on touche en réalité à une grande difficulté du système politique américain, c'est le financement électoral. C'est-à-dire que les élus au Congrès sont financés par toutes les grandes entreprises. Là, dans le cas précis, les lobbies des sociétés d'assurance ne voulaient pas entendre parler de réforme. Donc, Trump s'est trouvé coincé par ça. Il n'a pas réussi à le convaincre. Et par contre, ils lui ont, pour lui faire plaisir, donné en échange un budget militaire pharaonique, parce que ça, pour le budget militaire, on a toujours l'argent. Alors Trump a pu pérorer en disant qu'il avait fait de grandes choses avec le budget militaire et qu'il ferait ça avec le reste, mais ça a ouvert le piège. Ensuite, les démocrates de la Chambre ont décidé de s'interdire d'utiliser le mot impeachment pendant toute la campagne électorale, de ne faire campagne que sur le système de santé, et ils ont gagné. Et le lendemain, ils ont reparlé d'impeachment, ils ne se sont pas occupés du système de santé non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une attente énorme aux États-Unis sur le système de santé, parce que si vous avez un bon job dans une bonne boîte, vous avez un bon système de santé. Mais ça s'arrête là. Si vous êtes dans une PME, c'est déjà plus disputable parce que vous ne l'avez pas. Et parfois, il n'y a pas de système de santé du tout. Donc, il faut le faire soi-même. Alors, Obamacare avait tenté de faire quelque chose à l'époque, mais il avait créé une machine, une usine à gaz semi-privée, semi-publique, où finalement, les gens devaient payer des primes d'assurance de l'ordre de 5 à 10 000 $ par an pour avoir une protection qui ne serait garantie qu'au-delà de 5 à 10 000 $ de dépenses réelles. Donc finalement, pour quelqu'un qui gagnait 40 000 ou 50 000 $ par an, c'était possible. Et donc il n'y avait que les très pauvres qui pouvaient, eux, bénéficier d'une protection, et toute cette masse-là était restée orpheline. Et c'est vrai que beaucoup de gens
entre guillemets, démocrates avaient aussi voté pour Trump dans cette catégorie de population en espérant. Et Trump, là, s'est fait avoir, disons-le clairement pour répondre à la question. Et justement, quelle est la perception générale aujourd'hui aux États-Unis sur la gestion du Covid? Alors, si vous regardez la télévision, c'est catastrophique. Si vous regardez les sondages, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois depuis le Covid, et ça se répète toujours, alors ça peut être plus haut, plus bas en faveur, mais c'est qu'il a toujours des taux plus favorables que défavorables. C'est ça l'essentiel dans les sondages en réalité. C'est pas le taux absolu, c'est que la dynamique est quand même plus favorable que défavorable. Et là, il a fait une bifurcation parce qu'il n'a pas voulu tomber dans le piège et il a bien raison, qui consiste à dire que maintenant, il a réussi petit à petit à canaliser les experts qu'il avait autour de lui. Et il a fait une bifurcation maintenant sur le thème on ne peut pas arrêter la vie à cause de cette maladie. La vie doit continuer. On peut commencer de façon progressive, régulière, à relancer. Il y a des États où il y a 4 morts, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens de travailler. Il y a des États où il y en a 500, il y a des États où, effectivement, c'est sous contrôle. Tant que le système de santé peut contrôler la maladie, il faut continuer l'immunisation, etc. Alors, il a eu aussi, il a eu un faux pas qui n'en était peut-être pas un, c'est qu'il s'est mouillé considérablement dans l'affaire de du plaquenil, l'hydrochloroquine. Et il a vraiment fait la publicité du produit et il a fait importer le produit, qui est d'ailleurs massivement encore utilisé. Mais naturellement, l'establishment médical américain a immédiatement fait barrage, et même ceux qui travaillaient pour lui, par derrière, pour faire en sorte qu'il faut noyer ce produit dans la masse d'autres produits à essayer, etc. Donc il a été accusé d'ailleurs de tuer des gens à cause de ça, parce qu'un jour, il y a un Américain qui a acheté un produit de nettoyage pour aquarium qui contient la même molécule que le médicament, et le type en est mort. Il faut dire que c'était pas très malin. Mais donc il a vraiment pas réussi à dégager le consensus sur ce produit, dont on ignore s'il est bien utilisé ou pas dans les essais d'ailleurs, parce qu'il est utilisé dans certaines circonstances et pas d'autres. Donc sur le coronavirus, il est quand même perçu comme gérant bien les choses parce qu'il est là tous les jours. Il a dit une fois une bêtise, ou plus exactement, il a été présenté comme une bêtise, où il a demandé au médecin s'il pouvait pas, il a parlé de désinfectants ou je ne sais quoi à mettre sur les tubes des respirateurs. On l'a tout de suite accusé de vouloir faire ingurgiter aux gens des détergents industriels. Donc c'était parti terrible, ça n'y a pas fait de mal. Les sondages ont été bons après. Parce que c'est un jeu, les gens savent qu'il y a un jeu, maintenant tout le monde dit du mal de lui, quoi qu'il fasse. Donc il est quand même pas trop mal perçu, parce qu'il tourne maintenant sur l'économie, tout en mettant en garde les gouverneurs qui voudraient aller trop vite. Comme ça, il se ménage un petit peu sa position pour ne pas passer pour un complètement fou. Bien. L'écho de Canut, la nomination à la Fed de Judy Shelton annonce-t-elle un reset monétaire, elle qui est un adepte de l'art or? Je vais répondre très sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu beaucoup là-dessus, je ne sais pas. Gilbert, est-ce que Trump ne risque pas de perdre les élections si l'économie ne répare pas? Elle ne peut pas répartir, surtout dans l'état actuel du secteur pétrolier. Reprends, excuse-moi encore, pardonne-moi. Est-ce que Trump ne risque pas de perdre les élections si l'économie ne répare pas? Elle ne peut pas répartir, surtout dans l'état actuel du secteur pétrolier. Alors, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles je disais nul ne sait s'il va gagner ou pas. Il peut jouer une carte qui consiste à montrer que l'économie est en train de repartir. Il peut associer à cette carte
tous les scandales du Spygate, c'est-à-dire du coup d'État qui a été monté contre lui, ce avec quoi il peut ensuite jouer la carte du fait que toutes les critiques qui lui sont faites maintenant ne sont pas honnêtes. Ça peut avoir du jeu, mais l'électorat américain est extrêmement égoïste et ça dépendra qui il y aura en face. Je crois fondamentalement que si, par exemple, il y avait eu le gouverneur de l'État de New York, Mario Cuomo, ou pardon, Andrew Cuomo, pardonnez l'erreur, qui se présentait, ce qui n'est pas le cas, le type aurait de fortes chances de se faire élire. Parce qu'il arriverait à rallier des démocrates, bien sûr, mais il rallierait aussi des modérés de droite. Si c'est Biden, il va gagner. Si c'est Hillary Clinton, sans un vice-président de poids, il va gagner pour les mêmes raisons qu'il a gagné contre l'avant. Comment? Ce n'est pas déjà Biden? Alors, Biden, pour l'instant, il est officiellement le nominé, comme on dit, temporaire, parce qu'il n'a pas encore été validé à la convention démocrate, qui doit avoir lieu au mois de juin. Ah, donc, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de jeux où ils accumulent des élus dans les États pour la convention démocrate pour essayer de voir si on ne peut pas se débarrasser de Biden ou si on ne peut pas le faire démissionner ou si jamais on peut le garder, avec qui va être vice-président, qui va être secrétaire, ministre de la Justice, etc. etc. Alors, Biden est quand même un peu un problème parce qu'il suffit qu'il dans un débat, il ne va pas tenir contre Trump. C'est tout le problème. Pourtant, parce que Trump va l'enfoncer, parce que Biden, il va bafouiller, il va perdre la mémoire. Il était très mauvais dans tous les débats, jusqu'à présent, aux primaires. Donc, mais fondamentalement, s'il y a quelqu'un qui incarne la positivité économique et non pas la folie gauchiste, il a une chance contre Trump. Oui, il y a un truc que j'ai remarqué, j'ai ajouté là en bas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais il ne faut pas oublier non plus l'argent qu'il a mis dans le compte en banque des citoyens. Parce que ça, je pense que ça joue à sa faveur. L'argent de Trump, tu veux dire? Oui, de Trump. L'argent qui Trump a fait arriver aux citoyens, immédiatement. Oui, l'argent distribué, tu veux dire, oui. Je pense que ça devrait quand même avoir un rôle assez. Oui, alors, le calcul de Trump et de son entourage, c'est qu'ils ont injecté suffisamment d'argent pour alimenter la reprise économique. D'ailleurs, ici au Canada, c'est pareil. Je ne sais pas chez vous comment c'est, mais au Canada, c'est pareil. On ne paye plus ses crédits maison pendant 4 ans. L'argent traité, on ne le met pas. Bon. Et donc, effectivement, ça permet d'injecter du cash chez les gens pour qu'ils puissent relancer l'économie derrière, en supposant qu'ils ne soient pas démoralisés par les campagnes sur le danger du coronavirus. Parce que même si tu as de l'argent dans les poches, si tu as peur de mourir, tu ne vas pas dépenser. C'est tout le calcul politique est là entre les démocrates et les républicains. Mais alors, sur le papier, l'argent est là. D'autre part, la crise, ce n'est pas une crise comme une bulle qui a explosé. Peut-être qu'il y aurait eu une bulle dans un an, hein, mais là, ce n'était pas le cas. Ça, c'est véritablement, tout simplement, parce qu'on a appuyé sur les freins. Donc, à partir de là, ça peut jouer en sa faveur. Il n'en est pas à la dernière surprise, hein, Trump. Tout dépend qui est en face de lui. Toute la question est là. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit Biden. Mais moi, ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr qu'il y ait Biden. Il a quand même gagné les primaires. Alors, il a gagné un certain nombre de primaires, mais pas toutes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été votés encore à cause du confinement. Oui, c'est vrai. Donc, l'État de New York, par exemple, Alors, le jeu des primaires, si tu veux, c'est simple. C'est que tu dois accumuler des délégués. Là, pour l'instant, pour fausser le jeu en faveur de Biden, ils annulent les autres primaires qui restaient à faire pour empêcher les autres candidats d'avoir éventuellement des délégués. Parce qu'ensuite, quand tu arrives aux primaires, tu dois passer au premier tour avec 2/3 des délégués. C'est pas sûr qu'ils les aient. Ensuite, tu discutes plusieurs tours. Et puis, ça, c'est le cas normal. Mais indépendamment de ça, s'il a un scandale sexuel majeur,
les Biden? circonstances, il est obligé. Oui, Biden, il y a eu effectivement, depuis quelque temps, là, son ancienne collaboratrice au Sénat, qui est une démocrate, l'a dénoncé de viol, en donnant des détails très précis, ce qui ne veut rien dire naturellement, et elle a trouvé des tas d'amis. Ils font avec lui comme ils ont fait avec le juge Kavanaugh à l'inverse, quand c'était le juge de la Cour suprême nommé par Trump. Ensuite, et ça ne vient pas de Trump, ça vient des démocrates. C'est ça qui est drôle. Et donc, il y en a d'autres qui confirment le fait que oui, c'est vrai, elle me l'avait dit à l'époque, etc., etc. Ensuite, il y a les journalistes qui commencent à dire à Biden, oui, mais pourquoi vous avez fait geler à l'université du Delaware toutes les archives dans lesquelles on pourrait trouver les plaintes qui ont été déposées contre vous, et pourquoi le patron de l'université, c'est un grand donateur de votre campagne. Donc, ça va sentir mauvais. On peut imaginer une campagne Trump contre ça qui peut faire feu de tout ce qu'ils vont trouver comme argument là-dessus, et ça peut être gênant pour lui. C'est pour ça que s'ils avaient pu trouver quelqu'un d'un peu plus solide, ils auraient amplement apprécié. L'establishment démocrate, j'entends. Encore l'écho des canuts. Quel avenir pour l'OTAN si Trump est réélu? Macron dit qu'il est en état de mort cérébrale. Je ne sais pas qui, l'OTAN ou Trump. Oui, non. Macron a parlé de l'OTAN en disant que l'OTAN était atteinte de mort cérébrale. Alors la question, je ne sais pas ce que c'est, mais et je sais que Trump a dit oui, Macron a raison. Mais c'est un cas, en tout cas, c'est pas de mort cérébrale pour les États-Unis, puisque ils sont en train de vendre massivement à tous les pays de l'OTAN leurs armements. D'accord. Et l'autre question, d'autres questions? Je pense que oui. On a encore un bon, encore une bonne 20 minutes minimum de temps. Est-ce que ça vaut la peine que j'arrête et que je retente pour voir si la caméra marche ou pas? Oui, vas-y. D'accord, je vais faire ça. Oui, vas-y. Sors et rentre. Entre-temps, si vous avez des questions, écrivez-les. Oui, mais le jeu. Attends, parce qu'il est en train de sortir pour rentrer. D'accord. Alors. Donc, si tu lui parles, ça ne sert à rien. Soit tu écris. Attends. J'espère qu'il a réussi à rentrer maintenant. Oui, ça. Je ne croyais plus qu'il n'arrive plus à rentrer. Je suis à rentrer. Attends, peut-être qu'il faut quand même un minimum de temps. Oui, il faut qu'il aille sur Skype en plus où il y a le lien. Je te rends bien. Il va revenir. Attends, je vais lancer. Voilà. Le voici. Voilà. Et il faut que tu rallumes le micro là. Le micro maintenant. André, la caméra marche. Ouais, c'est bon. Ah, c'est de nouveau. Bon. C'est bon. Mais écoute, je vais te poser la question directement. Ça m'évite de l'écrire. Avec l'intervention de la Turquie en Méditerranée, est-ce que les États-Unis ne vont pas abandonner l'Europe pour favoriser la Turquie? Pour favoriser la Turquie qui est en train de remplacer l'Europe dans la Méditerranée. Oui. Tu parles de la Turquie, bien entendu. Hein. Oui, la Turquie. Bon. La relation avec la Turquie est une relation d'une ambiguïté colossale avec les États-Unis, parce que vous savez qu'ils avaient voulu se débarrasser d'Erdogan à un moment donné, avec Gülen. Mais d'un autre côté, géopolitiquement, je pense effectivement que, je ne sais pas la réponse de façon absolue, mais moi ce que je peux penser, c'est que ça n'est pas dans la priorité numéro 1
que de s'occuper de l'Europe. Parce que pour eux, ce qui leur chauffe les fesses, pardonnez la vulgarité, c'est la mer de Chine du Sud. Et c'est quand même un peu l'Arctique, parce que la Russie, c'est quand même un peu trop près des gisements de gaz là-haut. Donc ça, c'est quand même ça qui les préoccupe plus, parce que l'Europe, c'est un ventre de consommation, il n'y a pas d'énergie, où il y a les vieilles énergies anciennes. L'industrialisation, que l'Europe devienne prolétarisée au profit de nouvelles populations mondiales qui vont, elles, s'enrichir avec les États-Unis, ça ne va pas les gêner, ça. Il n'y a pas de conscience culturelle d'amitié avec l'Europe pour les Américains. C'est une chose importante aussi qu'il faut bien comprendre. Ils aiment bien venir touristes comme ça, mais fondamentalement, ils se sont battus contre l'Europe au départ, contre les anciens systèmes européens. Et ils sont en train de transformer l'Europe en quelque chose de bizarroïde dont on ne sait pas ce que c'est. Donc je pense que l'Europe, alors il y a ça, puis plus il y a l'attitude de Trump, qui personnellement aime bien les gagnants et pas les perdants. Quand il y a des peuples qui se comportent comme des perdants, il n'a pas trop se fatiguer avec. Donc ça, c'est un peu aussi un aspect moins important, mais quand même qui peut jouer dans son administration. Donc effectivement, l'Europe n'est pas, sauf à vouloir en faire un poil à gratter par rapport à la Russie ou par rapport à la Turquie, le cas échéant, par rapport à l'Iran, parce que c'est vrai que empêcher l'Europe de commercer avec l'Iran, c'est quand même anti-européen. Il y a d'autres façons de s'arranger avec l'Iran. Si on veut vraiment pas qu'ils fassent des bombes nucléaires, on revoit l'accord avec eux et on en rediscute, mais on les écrase pas et les uns et les autres. Donc là, il y a effectivement une déclaration d'intention très claire. Donc ça fait partie de ces préoccupations. Là, je vais te poser d'autres questions. Et quant au Jaël, l'impression est que les Américains favorisent l'extrémisme musulman contre la France. Au Jaël. Qui contre la France. Oui, non. Et les Américains utilisent les islamistes contre la France. Oui, je pense c'est ça qu'ils aiment bien que le français soit. C'est ça la question. C'est intéressant parce que c'était précisément la raison pour laquelle le général Flynn, qui était à l'époque le directeur de la sécurité nationale Barack Obama, s'était fait virer par Barack Obama, lequel général Flynn par Trump pour devenir son conseiller de la sécurité nationale. Et Flynn disait à Obama, tout ce que vous foutez là, c'est de l'esbrouf, vos services secrets, ils financent l'islamisme pour foutre la pagaille en Europe et ailleurs dans le monde. Donc ça c'est comme ça. Alors, est-ce que Flynn avait des informations précises on pourrait imaginer que comme du temps de l'URSS, on finançait les islamistes en Afghanistan contre les Russes. Donc ça c'est un réflexe assez logique géopolitique. Sauf que l'Europe n'est pas censée être un ennemi. Mais il faut peut-être avoir des preuves pour annoncer des choses comme ça. Oui, je dis que j'ai l'impression plutôt que la preuve, mais bon. Oui, c'est ça. La tendance c'est clair. L'écho de Canu, Israël est-il le faiseur de roi aux USA aussi? C'est difficile à dire. Il est. Enfin, c'est Netanyahou. Je ne pense pas que ce soit l'État d'Israël en tant que tel, d'ailleurs. C'est Netanyahou qui est lui-même très proche des gens proches de Trump comme Kushner, son gendre, Steve Bannon. Mais ça ne veut pas dire que Trump peut faire ce qu'il veut aux États-Unis, y compris vis-à-vis des autres juifs américains. Parce qu'il y a beaucoup de juifs américains qui sont anti-Netanyahou, comme on le sait. Il y a beaucoup de juifs américains qui ne veulent pas d'un grand Israël. Il y a beaucoup de juifs américains qui préfèrent un certain équilibre géopolitique et une prospérité économique. Alors ceux-là, ils sont plutôt pro-démocrates. C'est pour ça qu'Obama avait eu leur soutien au moment des accords avec l'Iran. Donc, on ne peut pas accuser Israël de faire la politique des États-Unis. On peut
dire qu'il y a des relations de pays à pays ou d'individu à individu qui peuvent influencer, mais c'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a un pays qui est l'ambassadeur de l'autre. Même Israël ne fait pas ce que veulent les États-Unis, non plus. Et Par contre, ils peuvent être faiseurs de roi au Moyen-Orient, parce qu'ils peuvent avoir une influence sur l'Arabie Saoudite, ils peuvent avoir une influence sur certains pays du Golfe, parce que maintenant, ils sont devenus quand même une grande puissance économique, en plus d'être une grande puissance militaire, parce qu'après tout, c'est une nouvelle Californie qui est en train de se développer là-bas. d'accord. Encore l'écho de Canu, la révolution de printemps arabe était-il d'influence américaine? La question est, quand on parle d'influence américaine, ça veut dire influence de qui? De l'État américain, du gouvernement américain, des associations qui gravitent autour de l'État américain ou des associations internationales qui gravitent autour des communautés internationales. C'est très difficile d'imputer la cause à quiconque. Je pense que si c'était le cas, c'était une idiotie parce que on ne peut pas jouer les apprentis sorciers. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de printemps arabe. Je préférais celui de Benoît Méchain à celui qu'on utilise maintenant. Mais non, je ne pense pas que sciemment, on a dit un jour, tiens, on va faire un printemps arabe en Turquie, un printemps arabe en Syrie, un printemps. Je crois que c'était purement opportuniste. Je pense que le printemps arabe en Égypte, par exemple, il n'était certainement pas bienvenu. D'ailleurs, ils l'ont arrêté. Sylvester Staline, il me semble que le cancer de néoconservateurs américains ont commencé à revoir leur position. Zbigniew Brzezinski, par exemple, cela a-t-il une influence sur l'état profond et ses liens de confrontation avec Trump à court terme? Alors, bon, les néoconservateurs, donc, essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, sont venus de la gauche et de la révolution permanente pour finalement comprendre que peut-être le meilleur moyen de recréer une nouvelle société mondiale, organisée différemment, au-delà des frontières d'État, pour renouveler l'humanité, ce serait de procéder avec le capitalisme. Et c'est comme ça que sont nées toutes sortes de théories, notamment en parallèle à l'émergence des nouvelles technologies. Alors, Brzezinski, il a bien entendu écrit Le Grand Échiquier, ce qui est l'ouvrage géopolitique, mais peut-être que son ouvrage le plus important, c'est à l'ère technétronique. Je ne me souviens plus du titre exact en français, mais où finalement il parle de l'émergence de toutes ces nouvelles technologies qui sont maintenant la Silicon Valley, etc., les GAFAM et autres. Et il explique que finalement, le monde aura besoin de quelques centaines de milliers de gens très bien versés dans toutes ces technologies pour harmoniser toute la planète et qu'il n'y aura pas nécessairement besoin de formes étatiques dans leur sens traditionnel. Donc, il était très visionnaire d'une certaine façon. Il avait vu pas mal de choses qui se sont petit à petit déroulées. Alors, là où un néoconservateur peut peut-être mettre de l'eau dans son vin, c'est peut-être se dire pourquoi faire des guerres inutiles d'État à État ou tout simplement quand on pousse la logique du capitalisme et notamment du capitalisme de haute technologie à son maximum, on peut tout à fait repositionner la planète et recontrôler ou avoir une influence beaucoup plus efficace sans faire verser du sang. Donc avec le soutien plein et entier de la population. Donc ça, c'est probable, parce qu'après tout, quand il y a des milliards de gens qui sont déjà sur l'outil sur lequel on est ou d'autres, ils font déjà partie de la nouvelle Église. Alors, encore l'écho de Canu nous poste un lien de Wikipédia avec le plan Iinon. L'article estime que l'intérêt de l'État hébreu de favoriser la création de le monde arabe de mini-États antagonistes trop faibles, trop divisés pour s'opposer efficacement à lui. Les USA ont-ils toujours la prédominance technologique? Alors, c'est une autre chose. Alors, après, c'est la question, c'est les USA ont-ils toujours la prédominance technologique militaire? Peut-être que je ne connais pas suffisamment le sujet, mais j'ai l'impression que la Russie et la Chine sont en train de le dépasser. La USA-Chine, c'est ça la question? Si, par rapport à la technologie militaire. Oui. Américaine ou pas? Les Américains,
je pense que les Américains ont peur, parce que bien sûr qu'en additionnant les chiffres, c'est gros ce qu'ont les Américains, mais quand même, il y a un gros ménage à faire dans le ministère de la Défense, qui est quand même assez bureaucratique. Trump a vu ça tout de suite d'ailleurs. C'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de fonctionnement, c'est une question de santé des soldats, c'est une question de répartir entre les rôles administratifs et les rôles opérationnels. C'est aussi une question de réexamen de tous les sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les sous-traitants qui font le bon travail. Donc c'est un petit peu, c'est un peu comme l'Empire romain qui utilisait de plus en plus de mercenaires à la limite. Là, c'est des mercenaires de nationalité américaine, mais c'est donc il y a cette sous-traitance, cette privatisation de l'armée qui elle-même est une compensation du fait que l'armée normale n'a pas l'air très efficace, ce qui reste à vérifier. Mais ce qui est certain, c'est que les Chinois investissent massivement et sont de plus en plus agressifs géopolitiquement. Et maintenant, ils disent ouvertement qu'ils n'ont pas peur d'un affrontement militaire. Alors, ça peut être de la propagande, mais les Chinois, en général, ne racontent jamais de bêtises pour le principe de les raconter. Par contre, excuse-moi André, mais par les sources que j'ai de différents côtés, y compris de l'aérospatial, les Chinois, ni les Russes, ni personne qui tiendrait la route là-dessus. Hein. À niveau de technologie militaire, on ne parle pas d'armée, à niveau de technologie militaire, les États-Unis si on mettait ensemble toutes les autres technologies contre les États-Unis, ils pourraient tenir une semaine. Qui c'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça? Oui, c'est plusieurs sources que j'ai reprises. Toutes les autres technologies, oui, d'accord. Oui. Le problème, c'est qu'il n'est pas une question de technologie, parce que la guerre, hein, ça ne se fait pas qu'avec la technologie. Mais alors, les Américains, paradoxalement, en général, s'endorment sur les technologies, contrairement à ce qu'on croit. C'est vrai qu'ils sont souvent en retard, comme le G5, etc. Là. Mais je ne sais pas ça s'ils ne tiendraient pas une semaine ou pas, mais il est certain qu'ils font en tout cas d'énormes efforts pour plumer l'Europe. Quand tu vois, par exemple, tous les secteurs français de l'armement ou des hautes technologies, les derniers gouvernements français ont quand même fait beaucoup de fleurs aux Américains. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie véritablement, comme du temps de De Gaulle, là, il n'y a plus d'industrie nucléaire, il n'y a plus d'industrie de l'armement avec Dassault, parce que les composants maintenant, avec la mondialisation, si on est en infraction avec un tribunal américain, on ne peut plus vendre des avions qu'on a fabriqués en France. Tout à fait. Et puis, même s'ils sont meilleurs. Important, les Chinois sont très forts à niveau de grande échelle, à niveau de tout, des prix, etc. Mais la performance, ce n'est pas si bonne que ça. À niveau, par exemple, de l'aérospatial, ils sont moins performants. Évidemment, ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils sont moins performants que les Italiens, les Allemands ou les Français. Attention, donc il ne faudra pas... le problème, c'est qu'il n'y aura pas de guerre mondiale dans le sens technique, comme l'imaginons. Donc, il n'y aura pas tout l'arsenal américain contre les autres arsenaux, qui du reste ne seront jamais alliés les uns avec les autres. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que ce soit... C'est ce qui manque le plus, là, puisqu'on parle en fait de divergence sur l'Europe. T'as perdu. C'est dommage, c'est que je ne sais pas si tu as fini quand je parle là. Ce qui est dommage, c'est que les gouvernements européens devraient relire l'économiste français François Pérou, qui était un économiste des années 40, des années 50, qui effectivement était un vitaliste, qui voyait déjà l'arrivée des compagnies transnationales, comme les appelait, et qui lui-même disait que le rôle du politique, c'est de favoriser la constitution d'espaces économiques et de pôles de croissance dans des secteurs clés. Et personne ne fait ça et tout le monde se laisse piller comme la marque actuellement. Ça, c'était la grande époque de l'époque du gaullisme et après, ça a disparu. Mais il y a une incidente. Mais effectivement, la force des États-Unis, tu en touches un mot parce que c'est important, c'est qu'ils n'ont pas un militaire, ils n'ont pas juste le pouvoir financier, ils ont un pouvoir juridique. Parce que maintenant, il y a une autorisation des lois américaines. On ne sait plus comment c'est arrivé, c'est le cas.
Il y a le soft power général. Il y a l'insertion des films américains dans les circuits de distribution. Il y a effectivement toute une panoplie de choses qui font que ils ont une influence bien au-delà de ce qu'ils sont, parce que tu prends l'Europe aujourd'hui, elle a le même, de l'Ouest, elle a le même revenu national ou le revenu collectif que les États-Unis. Pourtant, elle fonctionne comme un vassal. Donc, Oui, bon. c'est un mystère. Alors, il y a encore deux autres questions, toujours de l'écho de Canut. Alors, déjà, s'il y a une guerre actuellement avec la 5G, c'est une guerre entre la Chine et les États-Unis pour contrôler la surveillance du futur. Qu'est-ce que tu en penses? Disons qu'il y a une confrontation. Tu as fini? C'est fini? Non, non. C'est la question, oui. Il y a plusieurs. Vas-y. Oui. Alors là, sur la Chine et les États-Unis, il est certain que c'est la confrontation verbale, économique aujourd'hui qui existe, là, qui est vrai. Et c'est un jeu dur de part et d'autre, parce que ça fait du mal aux deux. Mais les Chinois peuvent attendre plus que les Américains, c'est toujours pareil, hein. Mais effectivement, le condominium que voulait Madame Clinton n'aura pas lieu parce que les Chinois ne veulent pas faire partie d'un condominium. Ils se considèrent comme maîtres de leur propre destin géopolitique. OK. Alors, autre question. Les USA sont-ils débordés par leurs services secrets? Y a-t-il réel pouvoir occulte? Ben, ça dépend ce qu'on appelle occulte. Ce qui est certain, c'est que les services secrets les services secrets ont toujours, par définition, ils travaillent dans l'occulte, puisque c'est leur raison d'être. Ils sont dans le secret. Et ils sont difficilement contrôlables, les services secrets, dans la mesure où ils ne révèlent que ce qu'ils veulent bien révéler aux parlementaires qui sont censés les contrôler, d'ailleurs, entre parenthèses. Maintenant, rien n'est jamais totalement caché. On le voit bien dans ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être un avantage de ce pays américain, c'est que les affaires qui avaient été planquées sur le coup contre Trump, ça ressort. Ça finit par ressortir, ça finit par émerger. Mais il faut l'énergie d'une dizaine de personnes, ce qui a été le cas là aux États-Unis, pour faire émerger. Il y a aussi un harcèlement juridique que ces gens-là ont utilisé pour avoir accès à l'information une fois, 2 fois, 30 fois, 40 fois, jusqu'à ce que ça vienne. Donc, il y a eu quand même en 3 ans une émergence d'informations qui laisse à penser qu'effectivement, il y a une bande de copains parmi les directions de l'intelligence et des ministères qui ont dit, tiens, on va cibler Trump, pour cibler Trump, on va cibler Flynn, on va cibler Sessions, on va les faire tomber, et après on fera tomber Trump. Donc on bâtit un dossier, on bâtit une argumentation, on va faire des demandes d'écoute téléphonique. C'est qu'on n'a pas le droit d'écouter un citoyen américain, sauf si on a la preuve qu'il a commis un crime. Et là, ils ont utilisé des processus antiterroristes pour pouvoir l'écouter, et des gens proches de Trump, sur la base d'informations fausses, ou en tout cas pas complètes. Donc, donc tout ça remonte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu des gens qui se sont comportés à l'intérieur du territoire des États-Unis comme s'ils étaient en Amérique du Sud, par exemple, pour déstabiliser un autre gouvernement. Alors, toujours le code de Canut, je crois. Ah non, non, Eric. L'ennemi de l'Europe, c'est la Chine ou les États-Unis ou les deux? Le premier mot, je n'ai pas entendu. L'ennemi de l'Europe, c'est la Chine, les États-Unis ou les deux? L'ennemi de l'Europe, c'est l'Europe. Voilà, ça me d'accord. C'est l'Union européenne. C'est l'Europe passoise, c'est plus que l'européenne. Oui, c'est l'Europe. Parce que les ennemis ont le droit d'être nos ennemis. Ouais.
Mais nous, on a le droit d'exister. Quel livre vous recommandez de François Pérou? Comment? Quel livre vous recommandez de François Pérou? Ah, je peux l'envoyer. Bougez pas. Si on peut faire ça en direct. Alors voilà. Se référer à l'annexe de ce remarquable ouvrage. Le plus simple à prendre, je crois, c'est un livre de 1969 qui s'appelle L'économie du XXe siècle, aux presses universitaires. C'est celui qui résume le mieux. D'accord. Il est aussi dans les annexes du livre. Qui c'est quoi? Snowden a montré qu'ils ont écouté sans aucun droit. Ah là, parce que la question, oui, je sautais un truc que toujours l'écho de Canu a écrit. La Chine va mettre en place un operating system concurrent à Windows. Donc les users ne vont plus pouvoir savoir ce qui se passe sur le PC en Chine. Moi, je ne pense pas que ça soit possible. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir son propre truc et l'Europe doit faire la même, mais que penser que les Américains n'arrivent pas à savoir ce qui se passe, ça me fait un peu rire. Oui, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Je ne sais pas s'il faut y voir grand-chose de plus compliqué derrière tout ça. Bon, nous sommes 19h30, donc plus ou moins là, on a fait tout le tour. Si vous avez d'autres questions, une ou deux, on attend encore 2 minutes et puis on va saluer notre ami. Il était très très intéressant et bien clair et bien. Mais pas toujours visible. Voilà. Bon. Tout le monde salue. Alors, je vous remercie tous. On vous donnera les codes, puisqu'il y a le confinement. Je suis en train de penser peut-être qu'à partir de maintenant, on en fera une par semaine plutôt que 2 fois par la semaine. Mais je vais décider. Donc, vous aurez recevoir un mail d'ici 2 jours. Bon, merci. Ok, c'est bon? Oui, tout à fait. Merci bien. Merci, Gabriel. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Voilà. Bon, on va quitter. Comment on quitte ici?